Bon, bonjour tout le monde. Désolé de ce contretemps. Alors, on va commencer le premier TD, donc qui va porter sur l'introduction. Donc, juste une manière de montrer un peu particulièrement, on a parlé des objectifs du système d'exploitation. On avait dit que le système d'exploitation gère les ressources d'une manière rationnel, c'est-à-dire très rentable, et il essaye de présenter une machine virtuelle facile à utiliser. Donc, en général, c'est les deux objectifs qui sont pris en charge dans la gestion du système d'exploitation. Et donc, on passera au premier exercice. Donc, voici le texte. Donc, on se met dans l'environnement de système d'exploitation. Alors, on a des jobs qui sont constitués de 50 travaux. Et pour des raisons juste pédagogiques, on suppose que les jobs sont similaires dans leur forme, parce que dans la pratique, il est vrai que les jobs sont complètement différents, mais ça, c'est juste pour des raisons pédagogiques et pour pouvoir effectuer des calculs par la suite sans plus. Donc, on suppose que tous les jobs sont identiques dans leur forme, c'est-à-dire que il y a une lecture de carte, donc qui prend 20 secondes, et il y a un calcul qui va durer 15 secondes, et l'impression des résultats qui va prendre 5 secondes. Donc ça, c'est pour les jobs qui constituent le lot, les travaux qui constituent un lot de jobs. Alors, on suppose que, rappelez-vous, on avait dit que dès le départ, le système était constitué d'un moniteur d'enchaînement, c'est-à-dire celui qui permet de pouvoir enchaîner les étapes au sein d'un même travail. C'est-à-dire quand vous lancez la lecture des cartes, après il faut lancer la CPU pour pouvoir effectuer les calculs, et ensuite il faut enchaîner avec l'impression des jobs. Et bien entendu, quand on termine un travail, automatiquement, c'est la terminaison du travail, il faut passer au travail suivant. Alors là, on vous dit que le temps mis pour passer d'un travail à un autre est négligeable. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte la durée de passage d'un travail à un autre. Alors, on vous demande de voir un peu les performances de ce système. Donc, particulièrement, calculer le temps de traitement total du lot. Rappelez-vous, un lot, c'est écrit en haut, il est constitué des 50 travaux. Et on vous dit aussi, et le taux d'utilisation de l'unité centrale pour le calcul dans les deux cas suivants. Ça veut dire qu'on a deux cas de figure pour gérer les différents travaux. Et donc, on vous demande de faire ces calculs pour ces deux cas différents. Ces deux cas différents, on va dire, qui reflètent un certain mode de gestion du système d'exploitation. Donc, dans le premier cas, c'est quoi? Vous avez l'unité centrale qui gère les périphériques d'entrée-sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'unité centrale, c'est vrai que sa mission, c'est de faire des calculs. Elle va faire ce calcul, mais en même temps, c'est-à-dire que elle a un autre travail, c'est quoi? C'est que quand on lance les entrées-sorties, c'est elle qui va s'occuper des entrées-sorties. Et donc, moralité, si la CPU va s'occuper de l'entrée-sortie, ça veut dire qu'elle ne pourra pas faire des calculs en même temps. Donc, c'est ça le principe.
Donc, du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, la CPU, soit qu'elle est en train de faire du calcul, soit qu'elle est en train de faire de l'entrée-sortie. Et donc, on vous demande de faire ce calcul particulièrement pour le taux d'utilisation de l'unité centrale. Dans le cas où l'unité centrale, c'est elle qui gère les périphériques, et donc elle ne pourra pas faire des calculs en parallèle, soit dans le deuxième cas, où on vous dit que les périphériques sont autonomes et disposent d'un accès direct à la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CPU, elle n'est pas, occupée par les entrées-sorties. Ça veut dire quoi? Son rôle, c'est quoi? C'est juste de dire, à un moment donné, le programme veut des entrées-sorties, elle va lancer l'entrée-sortie, sans plus. L'entrée-sortie, elle va se dérouler d'une manière indépendante de la CPU. Et ça, c'est bien entendu grâce à ce dispositif qu'on appelle l'ADM, c'est-à-dire l'accès direct à la mémoire. En anglais, ça s'appelle le DMA, donc c'est Direct Memory Access. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le périphérique, il y a un dispositif qui permet de ramener, par exemple, l'information dans le cas d'une lecture, il va ramener l'information du périphérique vers la mémoire, ou bien inversement, dans le cas d'une écriture ou impression, il va ramener l'information de la mémoire vers le périphérique. Et donc, parallèlement à ça, la CPU peut exercer un boulot, c'est-à-dire qu'elle peut faire du boulot en parallèle. Ça, c'est le mécanisme qui existe jusqu'à de nos jours dans des architectures. Et il peut se trouver aussi sous la forme plus évoluée. C'est ce qu'on appelle en général le canal, c'est-à-dire que le canal, c'est quoi? C'est un processeur spécialisé dans les entrées-sorties. De la même manière aussi que l'ADM, c'est quoi? C'est un processeur, je dirais, qui est un peu limité. Mais ça reste aussi un processeur qui permet de réaliser des opérations d'entrée-sortie. Et donc ça, c'est pour l'exercice. On vous demande de faire le calcul pour le temps total du traitement de l'eau. Et donc là, ça veut dire qu'il faut prendre en considération les deux aspects que j'ai cités tout à l'heure. Le premier, c'est de dire que la CPU, elle s'occupe de l'opération de calcul, c'est-à-dire tout ce qui est opération de calcul. Elle s'occupe aussi des opérations des entrées-sorties. Par contre, dans le deuxième cas, elle s'occupe uniquement de l'opération de calcul. Et là, ça veut dire que le mode de gestion, il diffère du premier vers le deuxième. Or, on vous demande de calculer le temps total de traitement d'un lot. Je vous rappelle que le lot, il est constitué de 50 travaux. Et chaque travail, à vrai dire, c'est 3 phases, lecture, calcul et impression. Et de calculer aussi le taux d'utilisation de l'unité centrale. Donc là, le taux d'utilisation de l'unité centrale, ça permet je dirais, de voir de près un aspect qui est la rentabilité de la CPU, c'est-à-dire jusqu'à quel degré on va rentabiliser la CPU. Alors, dans le premier cas, quel est le temps de calcul d'un lot? Donc, dans le premier cas, si on voit que la CPU elle ne peut faire qu'une chose et l'entrée-sortie ne peut pas se faire en même temps, ça veut dire que vous avez un système, si vous regardez de près, vous allez avoir un système qui est purement séquentiel. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps total d'un lot, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le temps d'un travail. Le temps d'un travail, c'est quoi? C'est la somme des 3 phases. La première phase, la deuxième et la troisième, puisque les choses vont se faire d'une manière séquentielle. Parce que tu ne peux pas avoir une entrée-sortie en parallèle avec la CPU. Donc, du coup, ça va être le temps
c'est le temps global de, je dirais, de calcul des différentes phases, effectivement. Donc, par contre, quel serait le taux, je dirais, le taux d'utilisation de la CPU? Alors, le taux d'utilisation de la CPU, ça va être quoi? 40 fois 50? Non. Donc, 40 fois 50, c'est plutôt le temps total. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, c'est on cherche le taux d'utilisation. Ça veut dire, quand je te dis taux, ça veut dire c'est le pourcentage d'utilisation. « 50%, comment tu as trouvé 50% Souhaib? C'est pas 50%. Le taux, ça va être quoi? Ça va être le temps d'utilisation de la CPU, c'est-à-dire pour le calcul, sur le temps global. Donc, vous avez trouvé, il y a deux personnes qui ont répondu, qui ont trouvé le temps global. Le temps global, c'est quoi? Ça veut dire le temps d'un job multiplié par 50, puisqu'il y a 50 trucs. Alors que le taux, c'est quoi? C'est le temps d'un job, d'un travail, fois 50 divisé par le temps global. Ou bien tout simplement, c'est le temps CPU divisé sur le temps d'un travail. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à trouver, je dirais, le taux d'utilisation. Par contre, pour le deuxième cas, c'est les choses vont être un peu plus évoluées. Pour le deuxième cas, quel doit être le temps total de traitement d'un lot? Ça veut dire que là, vous devez réfléchir à la manière de faire. C'est vous pouvez avoir une entrée-sortie qui peut se faire en parallèle par rapport à un calcul. Puisqu'on vous dit que les périphériques sont indépendants. Ça veut dire qu'ils ont le dispositif qui permet de lancer l'entrée-sortie. Ça veut dire que si vous réfléchissez, vous allez voir qu'effectivement, on peut, à un moment donné, c'est vrai, c'est pas pour le premier job, tu peux pas le faire parce que tu as qu'un seul qui est admis. Ça veut dire que pour le premier, ce que vous allez faire, vous allez lire les cartes du premier job, vous allez lancer son calcul, mais à partir du moment où vous allez lancer le calcul, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez lancer la lecture du prochain job. Ensuite, quand le traitement va se terminer pour, je dirais, le calcul du premier job, vous lancez l'impression et parallèlement, vous allez avoir le calcul du deuxième et ensuite, tu vas avoir, à partir de là, tu peux avoir, je dirais, 3 phases qui peuvent se dérouler en parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as le calcul d'un job I. Parallèlement, tu as l'impression des résultats du job I-1 et la lecture du job I plus 1. Et donc là,
tu vas avoir la superposition ou le parallélisme entre les trois phases pour trois jobs qui sont différents. Donc, au niveau, donc si je donne l'indice I d'un job, donc pendant le calcul, plutôt la lecture du job, le traitement du job I, tu peux avoir l'impression du job I-1 et tu as aussi la lecture du job I plus 1. Et donc ça va être la superposition des trois étapes que vous pouvez avoir. Et donc ça, c'est valable au milieu du lot pour tous les éléments, sauf pour le premier, bien entendu, et sauf pour le dernier aussi, parce que dans le dernier, quand tu arrives au dernier, automatiquement, tu n'as pas la lecture de I plus 1, tu te contentes uniquement de l'impression du job 49 et du traitement du job 50. Et ensuite, tu attends pour faire l'impression du job 50. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir le temps global de traitement du lot. Et parallèlement, qu'est-ce qu'on peut faire, je dirais, pour le taux d'utilisation de la CPU, c'est un peu ce temps qui est utilisé en parallèle. Donc, moyen, c'est quoi? C'est le temps qui est exécuté par rapport à cette période de lecture et d'impression qui se fait en parallèle. Donc, ça, c'est pour expliquer un peu le mécanisme de traitement. Et donc, ici, regardez, dans la première, donc, il suffit de le calculer juste pour un job et c'est aussi c'est valable pour tout le lot. Pourquoi? Parce que ici les choses sont très simples parce que tu peux prendre le traitement d'un global d'un travail, tu le multiplies par 50, ensuite tu divises par 50, ça donne les mêmes résultats. Donc ici pour faire le travail, la durée du traitement d'un job, c'est 40. Il suffit de multiplier par la suite 40 fois 50. Donc, tu auras le temps global d'un lot. Pour la rentabilité, c'est quoi? C'est justement là, le temps qui est pris pour le traitement, le calcul, c'est-à-dire 15, divisé par la somme, la durée totale, c'est 40. Et donc, tu vas trouver 0,375, qui correspond à 37,5%. Donc, si on veut mettre ça en termes de pourcentage, ça va être 37,5%. Donc, ça, c'est pour la première, je dirais, question. Pour la deuxième, ça va être les choses un peu plus, je dirais, évoluées. Donc, vous avez la durée de traitement, puisque vous prenez la superposition, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, entre les trois phases. Donc, vous avez entre les trois phases, quelle est la phase qui est la plus longue? C'est 20. Et donc, c'est le 15 qui est superposé à 5, etc. Et donc, on est obligé de prendre pour avoir ce parallélisme, donc d'avoir la plus longue valeur qui est 20. Donc, ensuite, ce qui permet de donner le rendement moyen, c'est quoi? C'est 15 divisé par 20. Et donc là, vous allez obtenir 0,75, ce qui permet d'avoir un temps qui est un taux qui est avoisine de 75%. Et donc, vous voyez un peu, c'était à travers ça, ça vous montre à travers un exemple simple, les objectifs et l'évolution du système d'exploitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système d'exploitation, quand on a évolué, c'est pour avoir un meilleur rendement et avoir une machine qui est facile à utiliser où l'utilisateur ne doit pas attendre longtemps. Et donc là, ça s'explique. Regardez les deux performances du taux d'utilisation de la CPU. C'est que grâce à ce mécanisme qui permet de faire les entrées-sorties en parallèle, ce qui permet d'avoir aussi
le mécanisme de multiprogrammation, c'est-à-dire ça, on a pu le faire. Comment? On a pu le faire parce qu'il y a la multiprogrammation, c'est-à-dire que j'ai plusieurs programmes en mémoire. Et donc, quand l'un s'occupe avec l'entrée-sortie, l'autre, il va s'occuper avec, avec le calcul et ainsi de suite. Ça, c'était possible parce qu'on a évolué le système qui permet d'avoir plusieurs programmes en mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un gestionnaire de la mémoire qui est efficace, qui est capable d'avoir et de maintenir les différents programmes au niveau de la mémoire. Deuxième élément, tu as pu faire les choses en parallèle. À un moment donné, tu as un programme qui demande une entrée-sortie, donc tu vas lancer son entrée-sortie. Il va attendre son entrée-sortie. Bien entendu, quand l'entrée-sortie se termine, il peut être réveillé d'une manière automatique grâce au système d'interruption. Donc, automatiquement, le périphérique qui envoie un signal et automatiquement, ce processus va être réveillé et il peut reprendre son exécution et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a pu développer, je dirais, le système d'exploitation et avoir des performances qui sont assez intéressantes. Bon. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Pour le deuxième cas, là, on ne considère pas les calculs effectués par le CPI. Je n'ai pas bien entendu parce que ta voix, elle ne porte pas vraiment. Essaie de te rapprocher du micro. Oui. Essaie de te rapprocher du micro et parle un peu plus fort. Pour les calculs du traitement. Oui. On ne considère pas les calculs effectués par la CPI. Si. Et vous avez pris juste 20. Ah oui, si. Ça, j'ai pris 20. Pourquoi? Parce que c'est juste pour le calcul de la rentabilité. Mais pour moi, c'est trivial le reste. Hein. Le temps de calcul global, je dirais, il est trivial. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, j'ai pris 40. Mais je n'ai pas mis la solution du deuxième paramètre parce que pour moi, c'est quelque chose d'évident. C'est quoi? Un travail, c'est 40. Le lot, c'est 50. Donc, le temps total du lot, c'est quoi? C'est 40 fois 50. Donc, c'est quelque chose qui est trivial. C'est pour ça que je ne mets pas le paquet dessus. La même chose ici. Ça va être avec le raisonnement que j'ai cité pour avoir le parallélisme entre les trois phases. Donc, quand on a le parallélisme entre les trois phases, ça veut dire quand je passe de cette phase vers une autre phase, quand est-ce que je pourrais passer? Je ne pourrais passer que une fois la phase est terminée. La phase, elle se termine quand? C'est quand la lecture va se terminer. Pourquoi? Parce que un job que tu es en train de lire les cartes, tu ne pourras jamais commencer son traitement avant la fin de la lecture de ces cartes, ce qui est logique. Donc, on avait dit que chaque job, c'était trois phases. Une phase de lecture, une phase de calcul et une phase d'impression. Et donc, automatiquement, quand j'ai dit qu'il y avait cette possibilité d'avoir trois phases en parallèle, je répète, les trois phases en parallèle, c'est quoi? C'est tu as la lecture du job I plus 1, tu as le traitement du job I et tu as l'impression du job I moins 1. Donc ça veut dire que quand le système il est à sa vitesse de croisière, tu as les trois phases qui sont en parallèle. Ben, bien entendu, cette phase, pour passer à la phase suivante, c'est quoi? Tu es en train de lire le job I plus 1. Pour faire le traitement du job I plus 1, il faudrait que la lecture de I plus 1 puisse se faire. Sinon, tu peux rien faire. De la même manière, tu ne pourras pas parler par la suite de, je dirais, du traitement qui se fait en parallèle. Donc, sous cette forme-là, on a pu avoir cette durée qui est 20. Donc, dans ces 20 secondes, la CPU, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le traitement du job I. Or, le traitement du job I, c'est quoi? C'est 15 sur 20. Et donc, d'où le rendement. Par contre, pour le temps global, le temps total de traitement, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire un calcul plus ou moins exact, c'est tu prends je dirais, ce qui est à l'intérieur, c'est toujours cette phase de 20. Donc, tu multiplies 20 par 48 et tu vas rajouter les extrémités. Parce que la première extrémité, c'est quoi? La première, c'est tu ne peux rien faire. Tu lis le job 1. C'est ce que tu peux faire. Tu ne peux pas faire grand-chose. Et bien entendu, le dernier,
ça consiste à faire l'impression du job du dernier, qui est le 50. Mais sinon, à part ça, tu fais, je dirais, le tout se fait en parallèle. Donc, le temps global total, c'est 48 fois 20, plus la première extrémité qui est 20, plus les 5 d'impression, les dernières impressions qui sont réalisées. Donc, ça, c'est pour le calcul total, je dirais, du lot. Et donc, ça, c'était l'exercice. Son importance, c'est quoi? C'est juste de montrer un peu l'évolution du système d'exploitation, comment on arrive à montrer la performance, qu'on peut augmenter effectivement la performance du système d'exploitation. Alors, on passera à un autre exercice, ce qui vous montre un peu je dirais, le fonctionnement en réel des travaux dans un système d'exploitation. Donc, ici, vous avez là un système qui est un monoprocesseur, c'est toujours une seule unité centrale. Donc, il y a une seule ressource d'entrée-sortie. Et cette ressource, naturellement, comme elle est seule, elle n'est pas partageable, ça veut dire qu'elle est en accès FIFO. Ça veut dire que cette ressource n'est pas forcément un disque, parce qu'en général, un disque, il est partageable. Donc, on considère les processus suivants. Donc, voici les processus. Donc, vous avez 4 processus et chacun, il a une certaine physionomie et donc une durée qui est exécutée. Donc, vous avez P1 qui commence par des calculs, ensuite d'entrée-sortie, ensuite les calculs, entrée-sortie, il termine avec des calculs. Vous avez P2, vous avez P3 et vous avez P4. Donc, vous avez 4 processus qui existent, qui sont là et qui vont s'exécuter sur la machine. Alors, on vous dit de donner le temps total d'exécution des 4 processus dans les 2 cas suivants. Donc, c'est toujours avec le même esprit. Vous avez principalement le mode qui est dit monoprogrammation. Ça veut dire que vous avez à tout moment un seul processus en mémoire. Donc, là, ce qui voudra dire que vous commencez par P1, quand P1 se termine, vous passez à P2, ensuite vous passez à P3 et ensuite vous passez à P4. Et il y a le deuxième mode, c'est que vous avez les 4 processus qui sont en mémoire, donc qui sont prêts pour s'exécuter. Et automatiquement, vous devez lancer l'exécution. Alors ici, pour juste un peu faciliter les choses, on vous montre, on vous donne un diagramme qui est avec des cases. Ça, ce qui vous montre que chaque case, comme vous le voyez, c'est l'unité, c'est quoi? C'est 10. C'est-à-dire que vous avez 10 unités entre chaque intervalle. Et moralité, ça veut dire qu'il suffit d'avoir les 4 diagrammes l'un à la suite de l'autre. Et chaque diagramme va représenter l'exécution d'un processus. Donc, le premier diagramme pour le premier processus, le deuxième pour le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'au 4e. Donc, vous avez les 4 diagrammes qui sont superposés. Et l'idée, c'est quoi? Pour montrer l'exécution des processus, au même titre aussi de montrer l'état du processus, puisqu'on a parlé dans le cours. Vous voyez ici les états. Vous avez l'état entrée-sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus est en train de faire son entrée-sortie. Là, l'état d'attente, ça veut dire qu'à un moment donné, il est bloqué, parce qu'il attend, puisqu'on avait dit qu'il y a un seul périphérique qui ne peut pas l'utiliser en même temps. Donc, il est en train d'attendre ce périphérique. Et vous avez l'état prêt, qui est prêt pour s'exécuter, et l'état actif, ça veut dire qu'il est en train de s'exécuter sur la CPU. Et donc, automatiquement, quand vous allez montrer l'exécution de ces processus, ça veut dire que vous avez les différents
état qui existe. Et donc, automatiquement, pour le premier processus, c'est lui qui va commencer le premier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va être actif le premier. D'accord? Alors, si je demande dans la première phase, je dirais la première phase, elle est vraiment triviale. Pourquoi? Parce que vous avez une monoprogrammation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un seul programme il y a un seul programme au niveau de la mémoire. Et donc, vous n'avez pas vraiment de souci. Vous prenez le premier programme et vous allez l'exécuter selon l'ordre qui est défini dans le slide précédent. Donc, il y a la phase de calcul. Ça veut dire que vous allez noircir autant de cases nécessaires pour réaliser l'étape de calcul. Ensuite, il va demander une entrée-sortie automatiquement. Comme le périphérique il est libre, il va l'utiliser directement. Et vous allez noircir la case périphérique et ainsi de suite. Vous revenez au calcul et ainsi de suite jusqu'à ce que P1 termine. Ensuite, une fois que P1 termine, vous passez à P2, ensuite P3 et ensuite P4. Et donc là, les choses sont très simples. Donc, on ne va pas vraiment traiter ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il est quasiment trivial. Ça veut dire que ce cas-là, c'est juste pour montrer comment se déroule l'exécution avec les cases. À chaque fois, vous allez noircir la case correspondante. Le deuxième cas qui est un peu plus intéressant, pourquoi? Parce que dans le deuxième cas, vous avez les 4 programmes qui sont en mémoire. Et donc, automatiquement, ils sont tous prêts, c'est-à-dire qu'ils sont dans la file d'attente prêts. Naturellement, comme ils sont dans l'ordre P1, P2, P3, P4, vous allez commencer par P1. Donc, vous allez commencer par P1 qui va s'exécuter. Donc, on va voir comment les choses évoluent pour chaque processus. Donc, P1, regardez ce qui va se passer. P1, c'est lui qui est actif parce que c'est lui qui est le premier. Donc, dans les premières unités, c'est lui qui va s'exécuter. Alors, bien entendu, regardez ce qui se passe quand ici, P1 va demander une entrée-sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va libérer la CPU. Et donc, lui qui va occuper l'entrée-sortie. Donc, automatiquement, comme P2 est prêt, donc P2 va s'exécuter en bas. Donc, il va prendre les unités nécessaires pour lui. Alors, regardez P3 ici, P2, il demande 30 unités, ça veut dire c'est les 3 cases, et juste après, il demande une entrée-sortie. Sauf que l'entrée-sortie, elle est occupée par P1. Donc, lui, il ne peut pas faire P1. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se met en attente, d'où la case attente ici. Ça veut dire qu'il se met en attente de la libération du périphérique, parce qu'on avait dit que le périphérique n'était pas partageable, donc un seul qu'il utilise à la fois. Et du coup, ce qui va se passer, celui-là, automatiquement, il va attendre ces 2 unités pour que ça se libère, pour qu'il puisse prendre, je dirais, le relais. Alors, le raisonnement, il est pris aussi d'une manière aussi similaire pour P3 et P4. Et donc, vous avez les différents processus. Regardez ce qui s'est passé tout à l'heure. Celui-là, il est en train de faire l'entrée-sortie. Celui-là, il était en attente. Ça veut dire qu'il a libéré la CPU. Pendant qu'il a libéré la CPU, voici je dirais, ce processus qui était là en train d'activer. Et vous avez le cheminement de le reste. Il va se faire dans ce même principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est en tête, je dirais, en tête de file, il va prendre la CPU. Et bien entendu, par la suite, il va, je dirais, au fur et à mesure, donc comme vous voyez ici, vous voyez le parallélisme qui est reflété par ce diagramme. Donc automatiquement, à chaque fois qu'il y a une ressource qui est libérée, ben, elle est occupée par le processus qui est en attente et qui est en tête de file de l'attente. Donc, on a vu qu'à un moment donné, regardez ce qui se passe, ce qui va se passer dans ce mécanisme-là. Il occupe la CPU, ensuite il occupe l'entrée-sortie,
il a libéré la CPU, c'est l'autre qui est juste en dessous qui l'a prise, et ainsi de suite. Donc, sous cette forme-là, vous avez les différentes phases qui s'exécutent en parallèle. Et ça vous montre un peu le modèle de multiprogrammation, comment il fonctionne. C'est qu'il fonctionne avec les ressources. Il y a des processus qui demandent la ressource. Bien entendu, le premier processus qui demande la ressource, automatiquement, il est prioritaire, il va passer en premier. Et par la suite, à chaque fois quand il libère la ressource, cette ressource est affectée à un autre. Et c'est comme ça d'une manière récurrente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait tout pour que les ressources, on essaye de les occuper au maximum. Et donc, si on occupe les ressources au maximum, ça veut dire que vous allez obtenir les deux objectifs. C'est d'un côté, vous allez augmenter la rentabilité de la ressource. De l'autre côté, vous allez avoir une machine facile à utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, je dirais, le, je dirais, vous avez automatiquement donné moins de temps d'attente pour l'utilisateur. Ok, il y a quelqu'un qui me dit qu'effectivement vous avez cours, donc je m'arrête ici. La prochaine fois, on essaiera de se rattraper pour le reste, donc au prochain TD.